En septembre, j'ai perdu 50 000 euros par une escroquerie sur Internet. Des gentilles personnes qui se sont fait passer pour mon fabricant pendant des semaines et qui ont réussi à me faire détourner 50 000 euros. Bonjour à tous et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, on reçoit Bénédicte Perrault, fondatrice de Vidiamo, la première poussette au monde modulable. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire. Bonjour Bénédicte, Bonjour bienvenue dans Robin. ce podcast. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Bénédicte Perrault et j'ai 48 ans. Je suis mariée, 3 enfants et je suis la fondatrice de la marque Vidiamo, qui Ok. est en fait une poussette révolutionnaire. Donc, avant de revenir un petit peu sur la poussette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai vu que tu avais commencé, du coup, tu m'as expliqué à New York. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, tes expériences passées? Alors, vu mon âge, des expériences, il y en avait pas mal avant, mais surtout, en fait, j'ai la particularité d'avoir. Je suis née en France, parents français et tout ça, mais j'ai grandi aux États-Unis parce que mon père a été envoyé en tant qu'expatrié début des années 80. Et au lieu de rester que 3 ans et de rentrer en France, ils ont décidé de rester plus longtemps. Et donc, en fait, moi, je suis restée jusqu'à mes 20 ans, enfin jusqu'au bac. Mes parents sont restés beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'ils sont rentrés au bout de 35 ans. Et donc après, je suis revenue en France à 20 ans pour faire mes études. Ok. Et là, dans un chemin un peu plus classique, école de commerce, voilà, et pour ensuite démarrer ma vie professionnelle dans le secteur du luxe, parce que j'étais attirée par la mode et donc j'ai démarré après mes études pour plusieurs marques de prêt-à-porter, et dont la première qui m'a vraiment lancée, qui était la marque Céline. Et donc ça, c'était à New York. Non, ça c'était à Paris. Ok. Ça, c'était une fois rentrée en France. J'ai grandi aux États-Unis. J'ai fait mes études en France aussi parce que mes parents avaient dit que bon, ça commençait à faire beaucoup de payer les études pour 3 filles, Ouais, aux etc. Et États-Unis, qu'aux États-Unis, ça j'imagine. coûte hyper cher. Ouais, Et que ouais. tu verras, à Paris, la vie étudiante est géniale et tout. Donc, j'étais ok, très bien. Et en effet, je suis arrivée à Paris en 95 avec, je crois qu'il y avait des grèves, des attentats, plein de choses hyper Mhm. sympas. Et donc après, j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler en France. Et donc, je suis restée en France depuis. Pas trop dur, du coup, de quitter les États-Unis si. Un peu, Ouais. un peu. Je t'avoue que j'ai bien envie d'y retourner, en fait. Avec mes enfants, à chaque fois, je me dis, ah, qu'est-ce que ça serait bien de pouvoir repartir quelques années là-bas et de leur faire connaître un peu cette différence de culture qui, Mhm. moi, m'a beaucoup nourrie, en fait. Je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à ça, quoi. Ouais. Tu préfères la France ou les Ah, États-Unis? j'aime les Les deux. deux. J'aime les deux. Je prends le bon côté des deux, le Ouais. mauvais côté des deux. Mais c'est vrai que la mentalité américaine t'ouvre un peu plus l'esprit Mhm. et t'offre plus de possibilités. T'es arrivé en France, tu m'as dit, à partir aux alentours de 20 ans, c'est ça? 20 ans, ouais, Ouais. exactement. Et du coup, chez Céline. Alors, donc, du coup, j'ai commencé ma carrière dans le secteur du luxe. Ouais. Au début, un stage assistant de presse. Et à la fin de mon stage, j'ai réussi à être embauchée comme assistant de presse en permanence parce qu'il y avait un poste qui se libérait. Coup de bol, moi j'étais en fin d'études, donc je cherchais mon premier job et je parlais couramment anglais. Et à l'époque, c'était Oui. Michael Kors qui était le directeur artistique de Céline. La directrice de la communication franco-française avait beaucoup de mal avec l'anglais. Et donc, le fait que je sois bilingue a vraiment aidé à Ouais, ça a été franchir un le cap, quoi. avantage, Ah, ça a été un forcément. énorme avantage. Ok. Donc ça, et puis après, de chez Céline, je suis partie chez Ralph Lauren. Et après Ralph Lauren, Bonpoint. Donc, après, je fais un peu mode. Après, j'ai vu le côté filiale, parce que Céline, c'était le siège. Donc, tu Mhm. contrôles un peu le monde entier. Après, chez Ralph Lauren, j'étais dans la filiale française, donc beaucoup plus petit, où tu es une petite structure dans le gros truc. Et après, j'ai terminé chez Bonpoint, où là, j'ai eu ma première fille. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à basculer Que l'idée vers est arrivée petit à petit. un autre monde et une autre vie professionnelle. Ok. Voilà. Alors justement, ouais, quel a été le déclic? Comment est-ce que ça arrivé cette idée de lancer du coup ta propre boîte et justement ce produit, la fameuse poussette dont on entend parler partout aujourd'hui? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on m'avait parlé à un moment donné, quelqu'un m'avait, dans mon entourage, m'avait dit, ah, mais toi,
tu devrais monter ta boîte, je sais pas quoi. J'ai dit, jamais de la vie, moi je suis très bien comme salarié, ça me va parfaitement, pas envie de ce genre de galère et tout ça. Mais bon, ça avait dû planter peut-être une petite graine. Et en fait, ce qui fait que quand j'ai eu ma première fille, je me souviens, j'avais acheté une poussette, mais pas du tout celle que je voulais, parce que celle que je voulais était hors de prix. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix, parce qu'il faut imaginer que c'était il y a 16 ans, donc bien avant Internet et tout ça, où on achetait tout directement en ligne. Et donc, il y avait les quelques marques, McLaren, Bugaboo, qui étaient installées, mais pas grand-chose de plus. Et j'étais vraiment un peu déçue de ce que j'avais. Et je me disais, mais il y a vraiment des choses à faire, parce que il n'y a rien sur le marché, c'est pas adapté. Voilà. Donc, première fille, voilà. Mais je continue un peu ma petite vie professionnelle, etc. Et arrivée à la deuxième, j'étais à ce moment-là dans une start-up multimarque luxe sur Internet, Ok. mais où je sentais que ça allait pas aller très très loin. Ouais. Et donc je m'étais dit, oulala, il va falloir que je réfléchisse à l'après, parce que cette boîte va pas continuer très longtemps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le luxe? Est-ce que je change complètement? Et en fait, j'avais une idée de poussette qui mûrissait depuis déjà 2, 3, 4 ans, etc. Et c'est, figure-toi, au moment de mon troisième enfant, où là, donc ça fait, ils ont chacun 3 ans d'écart, donc ça fait 9 ans plus tard, Ok. où là, donc la fameuse petite start-up finit par fermer. Mhm. Je suis en congé maternité de mon numéro 3, mais genre premier jour de congé maternité, le mec annonce qu'il ferme sa boîte. Ok. Ah, ok, bon bah donc là, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce que je fais après? Et donc là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais me lancer, je vais faire ma poussette. Allez, c'est maintenant ou jamais, je me lance. Et sauf que dans l'absolu, l'idée que j'avais, qui avait mûri depuis quelques années, je me suis vite rendu compte que ça allait pas marcher, dans le sens où il n'y avait pas d'innovation. Et qu'il y avait Oui. déjà un peu plus de marques sur le marché. Et donc, je me suis dit, il va falloir que j'aille trouver des investissements et des choses comme ça. Mais si j'ai juste quelque chose qui est différent d'une autre, mais Ça sans reste une réel, poussette comme on a ça déjà. reste une Ouais. poussette, qu'est-ce qui va faire la différence? Il faut que je trouve quelque chose de beaucoup plus innovant et différenciant. Ok. Oui. Et en fait, le quotidien fait que les trajets pour aller à l'école avec mon numéro 3, seul dans sa poussette, et ensuite le retour avec les 2 grandes sœurs, les crises de nerfs quotidiennes, le je ne veux plus marcher, j'en ai marre, je veux aller dans la poussette. Enfin, le truc où t'es là, genre, ah, c'est pas possible. On est à 50 mètres de la maison, vas-y, t'as que 3 ans et demi, tu marches, il n'y a pas de sujet. Et ben putain, le sujet quotidien a fait qu'un jour, j'ai vraiment vécu ce moment de solitude où t'as ta gamine qui fait une énorme crise de nerfs par terre. Et que là, t'es là, genre, oh putain, c'est soit je la vends, soit je la donne à quelqu'un, soit je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas juste une deuxième place dans cette fichue poussette? Hop, je la mets en double, je la colle dedans et on n'en parle plus, quoi. Ouais, Et ouais, là, mais c'est ding. bizarre d'ailleurs que personne n'y ait pensé avant, dans le sens où quand on a plusieurs enfants, oui, ça paraît même logique d'avoir une poussette de place pour un gain de, enfin pour que ça soit plus pratique forcément. Ouais. Donc et ouais, du coup c'est grâce à tes enfants, Ah bah c'est c'est grâce à eux que la poussette est née. c'est grâce à eux. Et aussi, tu sais quoi, je pense que il y a aussi la différence. Alors, c'est un milieu qui est extrêmement masculin, hein, parce que c'est quand même de l'industrie. C'est limite de l'automobile, hein. C'est de l'automobile Oui, pour c'est bébé, très hein. technique aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est des voitures C'est quasiment, des hein. voitures Ouais, pour ouais. bébé. Donc, les papas, tout d'un coup, se sentent hyper concernés par le produit et ont leur mot à dire Ouais. dans le choix de la poussette et tout ça. Et dans les premiers salons où j'ai pu participer, où en fait j'étais à côté de toutes les énormes marques qui, eux, avaient fait des doubles pour 2 enfants rapprochés, mais partant d'un châssis de poussette double. Donc en fait, avec 2 places que tu peux un peu moduler en simple ou en double Ouais. selon tes besoins. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait ce dont j'avais besoin. C'était une poussette simple qui puisse devenir double uniquement quand j'en avais besoin. Donc je Ok. voulais pas l'encombrement d'une deuxième Oui, c'est place. ça. Je voulais pas me dire, bah non, en fait, je suis sortie en double, mais là, j'ai pas besoin du deuxième siège, donc j'ai l'air un peu ridicule avec un seul gamin dans une poussette double où c'est gros et c'est encombrant. Et donc, en fait, l'idée était de dire, bah, comment je passe de simple à double et pas de double à simple. Ok. Et donc, c'est comme ça que l'idée et l'invention est venue de pouvoir faire un châssis télescopique avec un petit strapontin qui puisse sortir devant n'importe où, n'importe quand. Et la réaction la plus drôle par rapport à ça, c'est à chaque fois les gens qui venaient me voir en disant, mais vous êtes qui? Et vous sortez d'où et comment vous avez eu cette idée? Je dis, bah, en fait, j'ai eu l'idée parce que je suis une femme.
Je ne suis pas un homme. Et une maman? Une maman. Moi, je m'en sers de ma poussette tous les jours, pas que le week-end, pas que. Moi, je travaille Ouais. mes 14 gamins, le sac à dos, le sac à langer, le truc et tout. Et en fait, c'était ce besoin précis. Voilà. Oui, c'est souvent en fait les premiers concernés Ah bah oui, qui en parlent le mieux et donc qui adaptent mieux le produit après, aux besoins. ouais, exactement. OK. Et alors du coup, une fois que tu as cette idée, comment ça se lance? Comment est-ce que tu lances le projet? Parce que c'est très technique comme tu expliquais. Ouais. Donc qui tu contactes? Est-ce que tu t'entoures déjà avec des gens que tu connaissais? Est-ce que vraiment tu es parti, tête baissée, Tête full baissée. découverte? Tête baissée à Ouais, l'américaine, tête baissée. On fonce, on réfléchit après. Ça, je pense que c'est le côté un peu américain. ouais, C'est de dire, on se pose pas de questions, on essaye, puis si on se plante, c'est pas grave. En fait, OK. c'est quand même je pense, la grosse différence d'ailleurs par rapport aux différentes cultures et aux Oui, mentalités. C'est un peu ça. C'est le fait d'être plus dans l'action que la réflexion. Donc, je t'avoue que j'y suis allée un peu tête baissée. Je m'étais quand même pas mal renseignée. Il a fallu quand même 4 ans pour arriver à un produit fini. OK. Et n'ayant jamais créé d'entreprise de ma vie, Mmh. n'ayant jamais créé de produit de ma vie, j'y suis allée, mais vraiment step by step, en disant, bon, alors c'est quoi la première étape? C'est déjà de savoir si l'idée plaît. Ouais. Moi, je trouve l'idée géniale, mais bon, ça se trouve, C'est les autres qui vont personne l'acheter. d'autre, tu Ouais. vois. Donc, j'avais commencé par un questionnaire à la crèche de mon fils, tu vois, tous les matins pendant plusieurs semaines, OK. à interviewer tous les parents de la crèche pour savoir est-ce que vous avez une double, est-ce que vous avez sinon une petite planche à l'arrière, c'est ce que les parents mettent, ils mettent une petite planche derrière pour le plus grand. Et ça, pour le coup, moi, j'avais acheté et j'avais vite dégagé parce que c'est tellement pas confortable, tu es obligé de te mettre sur le côté de la poussette, enfin, le truc est vraiment, honnêtement, tu dis, je vois pas qui a inventé ça. Mais pour le coup, c'était la seule solution. C'était soit la petite planche, soit la poussette double. Donc là, j'ai fait mon questionnaire. J'ai vu que potentiellement ça pouvait intéresser. Je m'étais renseignée dans mon réseau pour savoir si c'était une vraie invention, est-ce qu'il fallait que je dépose un brevet. Et je m'étais renseignée auprès de copains entrepreneurs pour m'aider un peu à faire un business plan. Et le gros point le plus important, c'était d'aller voir un distributeur. Un- Là, en l'occurrence, c'était Nathalie, une chaîne de magasins de puriculture, Mmh. et de voir si le produit les intéressait. Parce que c'est bien d'avoir des copains qui adorent et tout Oui, ça. C'est est-ce que derrière, tu vas pouvoir les vendre. Et à l'époque, moi, j'étais partie que sur du B2B, pas du B2C. On était d'accord. avant le Covid, on était au début d'Internet, mais au tout début de l'e-commerce. Oui, les marketplaces n'étaient pas encore Les trop présentes. marketplaces ou même tous les sites de magasins de Mmh. puriculture, c'était vraiment ouais, c'était à peine le début. Et surtout, c'est un produit que les parents Veulent veulent voir, voir tester, en essayer avant. vrai et Ouais. tester. Donc, tu peux pas complètement bypasser les magasins. Ouais, Donc, c'est comme si on reprend la voiture au final. Enfin, même si aujourd'hui une Tesla, on peut l'acheter sur le site, on va chez le concessionnaire et on l'essaye avant, on voit les options, on fait un ouais. tour avec le client, donc c'est un peu Exactement. c'est le Bah même là, c'est principe, pareil. quoi. Ouais. C'est pareil. Soit tu l'as vu dans la rue et tout le monde, tu l'as déjà testé, ou tes copains l'ont, ou quelqu'un dans ta famille l'a, et donc tu l'as déjà vu. Sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le gros truc, c'est que les parents me demandent où est-ce qu'ils peuvent l'avoir et l'essayer. Et du coup, tu m'expliquais, ouais, que ça a pris 4 ans avant que le produit final Ouais, sorte. ouais. Et du coup, pendant ces 4 ans-là, est-ce que tu as bossé à côté? Comment tu as fait, bah, pour te rémunérer Non, j'étais forcément, au tout ça? chômage. Chômage? Alors déjà, j'avais la chance d'avoir le licenciement économique parce De que la la boîte d'avant avait Mmh. fermé. Donc, c'était pas un chômage classique, c'était un chômage un peu amélioré. En plus OK. de ça, j'étais en congé maternité de mon numéro 3. Donc, j'avais 6 mois de congé maternité. À la fin de ces 6 mois, 2 ans de chômage. Et donc, ça me Tousser laissait un petit 2 ans et peu. demi. Et puis après, je m'étais dit, bon, il va falloir que j'aille trouver un peu de love money, investissement et tout ça. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais me prévoir un micro-salaire au début pour démarrer. Et puis après, Ouais, ça va partir. Donc, c'était pas, c'était pas un gros sujet. ouais. Malheureusement, les choses ne sont pas passées exactement comme prévu. Donc, Justement, ouais, comment le jour J, si je peux dire, où le produit sort ou est fini, comment ça se passe? Alors du coup, tu as commencé, ouais, par le vendre travailler avec des par des revendeurs, magasins, ouais, avec les exactement. magasins. Et alors comment s'est passé les premières semaines, les premiers mois justement, une fois que la poussette était disponible en magasin? Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est ultra compliqué dans l'histoire, c'est que déjà, dans les 4 ans, j'ai perdu une année quasiment parce que j'ai voulu absolument travailler avec un bureau d'études français pour m'aider OK, à développer le produit, sachant que ça allait être fabriqué après en Chine. Parce OK. qu'on on ne sait pas fabriquer ce genre de produit en France.
on n'a pas l'expertise, Ouais. et puis en termes de coûts, c'est juste impossible. Oui. Et en Chine, ils font des poussettes depuis toujours, depuis au moins 50 ans, enfin, et ils ont vraiment l'expertise, le contrôle qualité, etc. Donc, Mmh. mais je ne pouvais pas aller juste débarquer comme ça en Chine et trouver des fabricants toute seule. Enfin, ça me paraissait être insurmontable. Donc, je Ouais. m'étais dit, je vais quand même faire appel à un bureau d'études français qui va m'aider à développer le produit. Pareil, ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce que c'est un produit qui est quand même hyper spécifique. Et Mmh. donc, j'ai trouvé un bureau d'études qui devait m'aider à développer le produit en fonction des normes et des certifications, mais aussi m'aider à trouver le fabricant. Trouver le fabricant, ça, ils ont réussi à faire. Et c'est vraiment le truc pour lequel ça a été le gros point positif. En revanche, au bout d'1 an d'études mécaniques, j'ai sorti un prototype que j'ai présenté au salon de Cologne, qui est le grand salon de puériculture, OK. qui en gros ne tenait pas la route et qui n'aurait jamais pu passer la certification. Oui, parce que j'imagine, ouais, ça doit être très, très réglementé vu que C'est il y a un les enfer. enfants dessus, ça on peut pas Ah, faire n'importe quoi, ouais. c'est un enfer. Des tests de stabilité, des tests de Ouais. force, des tests des pincements de doigts, des trucs. Enfin, c'est vraiment un enfer. Et pour le coup, le bureau d'études était parti d'un logiciel avant de faire un prototype. Et au moment après où ils ont fait le prototype, bah, ça passait pas. Donc OK. ça a été compliqué parce que tu te retrouves dans ce salon avec tes 2 prototypes et tu sais que c'est très limite et tu essaies quand même de vendre le concept, Oui. sachant que tu dis pourvu que personne ne mette un enfant dedans parce que je ne sais pas si ça va tenir. Mais grâce à ce bureau d'études, j'ai réussi à rencontrer mon fabricant OK. qui était aussi là et qui m'a dit, bon, en effet, je te confirme, ton produit, tu peux le mettre à la poubelle. Mais si tu veux, donc nous, on fait des poussettes depuis hyper longtemps. On a des designers, on peut t'aider à recommencer et à reprendre le produit. Il a OK. quand même fallu tout reprendre à zéro. Ouais. Donc, je me suis séparée du bureau d'études. Ça a été... Ils m'ont attaqué après pour rupture de contrat abusive, après avoir versé 150 000 € pour un produit qui n'aurait jamais Oui, au passé la final, certification. à part le fabricant, ils ont pas Ils n'ont pas fait ouais, grand-chose. ouais. Donc voilà. Et donc, conséquent, j'ai tout repris avec le fabricant en essayant d'accélérer un peu les choses et tout. Et donc, ce qui nous a fait retarder, entre guillemets, la sortie d'1 an. Et donc, au lieu de sortir en 2018, le produit a été certifié. Première production lancée en janvier 2019. Et donc, nous, je dis nous parce qu'à l'époque, j'avais un associé. Nous avons lancé la limo en plein gilet jaune. Ah oui. Oui, Avec oui. une année complète. On a un peu tendance à oublier parce que depuis, il y a eu le Covid et tout Ouais, ça. c'est ça, en fait, je pensais au Covid, mais oui, il y a eu les gilets Mais jaunes bien avant le aussi. Ouais, Covid, ouais. il y a eu l'année 2019 qui a été cauchemardesque parce que les gilets jaunes faisaient que les magasins étaient fermés tous les week-ends Mmh. pour les manifs. Et quand est-ce que les parents vont chercher des poussettes? Le week-end. Le week-end, Ouais. quand ils sont tous les deux. Donc, scénario catastrophe, les ventes complètement ralenties, le BP, on est à des années-lumière de le faire, les prêts bancaires qui courent, les charges qui courent, tout ce que tu peux imaginer. Et quand les gilets jaunes arrivent au bout de quelques mois à se calmer, il y a les grèves, hein, parce que c'est sympa les manifs, mais bon, il faut aussi faire grève. Donc après, il y avait les grèves jusqu'à fin 2019. Où là, on commençait vaguement à entendre parler du Covid, mais c'était en Asie, c'était loin, ça ne nous concernait pas, quoi. Donc, ce qui fait que le lancement a été pas vraiment ce qu'on avait espéré. Ouais. Un peu plus dur que prévu. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai dû me séparer de mon associé parce qu'il fallait aller chercher des fonds et qu'il ne le faisait pas. Et qu'à un moment donné, tu te dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, tout à fait. Sauf que là, tu te dis, non, je peux pas être seule dans ce truc-là, c'est trop gros, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc, je préfère être mal accompagnée que seule. Et arrivé fin 2019, j'ai fait non, là, c'est plus possible. Il vaut mieux être seule. Donc, je me suis séparée de mon associé OK. sans avoir la boule de cristal Oui. qui allait m'annoncer que l'année 2020 allait être bien pire que 2019. Donc, le timing, malheureusement, C'était pas le meilleur, ouais, au niveau des années. pas idéal. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es pas posé la question de faire ça aux États-Unis, justement? De sortir De- la poussette aux États-Unis, enfin, plutôt d'attaquer sur le marché américain plutôt Alors, que français, où justement, ils n'ont pas la même mentalité, où ça aurait été peut-être différent avec un associé américain, je sais pas. Associé américain, compliqué. J'ai essayé de trouver des investisseurs aux Ouais. États-Unis, mais en fait, c'est pas évident d'aller trouver des investisseurs. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je cherche des fonds en permanence.
Mais j'ai jamais trouvé d'investisseur aux États-Unis. En revanche, fin 2019, Cologne, j'avais eu un distributeur américain qui voulait prendre la poussette, la limo, et qui voulait 2 ans d'exclusivité, voilà, la grosse commande, etc. Et donc là, je m'étais dit, bon, bah ok, on signe, On y va. hyper bien, on y va, on va se lancer aux US. L'Europe, c'est un peu compliqué, donc on va aller aux États-Unis, donc trop contente. La seule chose que je dis quand même aux Américains, c'est moi, le premier container, je ne lance rien tant que je n'ai pas d'acompte. Ok. Ce qui est pas trop dans les habitudes des Américains. Eux, ils aiment bien tout payer quelques mois plus tard. Ouais. Et surtout, il fallait que j'adapte la poussette pour le marché américain. C'est pas les mêmes normes, C'est d'autres normes, oui, j'imagine. pas les mêmes normes, pas la même manière de tester. Donc revoir avec le Donc, fabricant, toute cette revoir, partie-là. faire quelques petits changements, surtout en termes d'habillage et tout ça, des petits changements légers de structure, des trucs, repasser des certifications. Donc, tu as quand même un investissement qui n'est pas négligeable Ouais. à l'avance. Et donc là, j'avais dit, moi, je ne touche à rien tant que je n'ai pas 30% minimum d'acompte sur le premier container. Ok. Donc ça, ils n'ont pas voulu. On a négocié et j'ai pas lâché. Et donc, j'ai eu mes 30% d'acompte. Et j'ai plutôt bien fait parce que arrivé au mois de mars 2020, au moment où le container était quasiment prêt à partir, Mhm. les Américains m'ont planté. Ok. Covid. Désolé, on va lancer une marque en plein Covid. Et oui, ça arrive pile dedans, ouais. Ah ouais. Alors, le problème, c'est qu'en fait, le container est fini, doit être expédié dans quelques semaines. Donc non, il y a pas d'option d'annulation. En fait, les mecs m'ont dit, bah, nous, on veut savoir comment on peut annuler parce qu'on ne lancera pas une marque là. Et là, tu t'es lancé dans un truc, mais genre gigantesque, et tu te dis, ah, Il y a un conteneur au port qui attend. heureusement que j'avais quand même pris un acompte. Et donc, c'est avec cet acompte que j'ai négocié en disant, bah, c'est simple, vous voulez annuler, dites adieu à votre acompte. Moi, je ne rendrai rien. Donc, c'est soit vous maintenez au moins votre première commande, soit bah, vous vous asseyez sur vos 50 000 euros. Voilà. Ok. Donc, dans ces conditions-là, ils ont dit, bon, bah, ok, on prend le premier container. Et on a lancé aux États-Unis en juillet 2020. Ce qui n'a pas été une très bonne période parce que, Toujours en Covid, voilà, en plus de ça, pas bon timing et en plus mauvaise stratégie parce que ce distributeur était plutôt axé sur tous les magasins indépendants que les grosses chaînes. D'accord. Et aux États-Unis, ils sont les premiers à avoir fermé leurs portes. Tous les indépendants, Ouais, avec les petites avec la boutiques crise du Covid, indépendantes, ouais. etc., ça a été catastrophique. C'est les premiers confirmés. Donc, Ouais. on a vendu le container, mais vraiment lentement. Et conséquence, on a arrêté de travailler ensemble. Et donc après, je suis à nouveau aux États-Unis maintenant, mais cette fois en direct, plus par un distributeur. Et donc après, l'étape suivante, Putain, je sais même plus quand on est. On est en 2020. on est en 2020. Alors, on est ouais. en 2020. En France, j'ai quasiment plus de stock, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'associés. Mais je ne veux pas lâcher. J'essaye de vendre mon brevet et mon concept à des concurrents. Parce que je me dis, bon, voilà, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, mais je ne vais pas juste laisser le truc mourir comme ça. C'est trop dommage. J'en ai quand même vendu, j'en avais vendu quasiment 1000. Donc, Ouais. en l'espace de 2 ans. Donc, j'ai essayé de vendre le concept. Et là, bah, non, t'es gentil, va jouer ailleurs. C'est pas une femme qui va nous expliquer comment faire une poussette. Enfin, voilà, donc, toutes les marques me rejettent gentiment. Quelques-unes sont hyper intéressées, mais après, laissent tomber, intéressées, laissent tomber. Puis se disent, bon, en fait, nous, on est mal. Parce que c'était quand même un produit pendant les confinements qui a vachement souffert. Hein. Parce que quand t'es confiné, tu sors pas. Si tu sors pas, tu vas pas acheter de poussette. Pas besoin de poussette. Donc, ça a été très, très, très dur pour le marché de la périculture. Et donc, conséquence, la plupart sont du mot. De toute façon, nous, on est mal, mais elle va crever en 2 secondes. Donc, en fait, on va attendre qu'elle crève. Et puis, comme ça, bah, le brevet disparaîtra. Et on pourra tous faire un produit équivalent sous notre propre marque. Oui, ils attendaient ça, en fait. Un petit Voilà. peu. Donc, c'est ce qui a fait que pendant 2 ans, quasiment, j'ai cherché des solutions, des investissements, des trucs en vain. Et jusqu'au moment fatidique où je me suis dit, ça y est, j'ai plus d'argent, ça y est, on arrive au bout. J'ai des gens qui veulent la poussette, mais je peux pas la vendre parce que je l'ai pas en stock. Donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là que je me suis mise en procédure de sauvegarde pour mettre une petite pause sur tout ça. Surtout, ouais. Et faire en sorte de plus être touchable, enfin, tu vois, d'être intouchable. De dire, non, personne ne me touche, laissez-moi juste un tout petit peu de temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça fait 3 ans que je participe. Enfin, j'essaye de participer à qui va être mon associé.
J'y retourne tous les ans, genre en insistant. J'ai tout essayé. Et à ce moment-là, j'ai dans les contacts, etc., un copain à New York, justement, qui, à la fin d'une conversation, me dit, bon, bah, j'ai pas de copain investisseur ou truc, je sais pas, mais je vais réfléchir, c'est compliqué. Puis au moment de partir, il me dit, mais Béné, t'as un compte TikTok? Je fais, pardon? Non, j'ai pas de compte TikTok. Oh, c'est tout début en Qu'est-ce que plus. tu veux que je fasse d'un compte TikTok? Tu vois, t'as vu mon âge, je vais pas être sur TikTok. Et il me dit, mais si, c'est hyper important, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Danse avec ta poussette. Enfin, c'est hyper important d'être sur TikTok. En France, c'était un peu le truc limité aux jeunes. Oui, On au était, début, c'était très, très... c'était La cible hyper, était hyper très, jeune. très jeune, ouais. Et j'étais là, genre, mais attends, je suis déjà sur Instagram, ça suffit, tu vois, Instagram, Facebook et tout. Et je sais pas pourquoi il me dit ça. Et je me dis, bon, allez, vas-y, t'as rien à perdre. De toute façon, quand t'as plus rien à perdre, Ouais. tu peux tout tenter. Je me dis, je vais quand même pas danser avec ma poussette, mais j'ai mes X mille vidéos que j'ai tournées depuis 2 ans, etc. Je vais les mettre et on verra bien. Ok. Et donc, j'en mets une première. Donc ça, on est en janvier 2023. Je mets, attends, 2020, je sais même plus quelle année on est là. 2022, 2023, bref. Je mets une première vidéo, 200 vues. Ouais. Ok. Deuxième vidéo, 1000 vues. Ouais. Ok. Troisième vidéo, 600 000 vues. Ok. Ah, Là, ça commence à être pas mal. Quatrième vidéo, 2,5 millions de vues. Cinquième vidéo, 4,5 millions de vues. ça s'arrête plus. Et le truc ne s'arrête plus. Et en l'espace de 3 mois, je vais au-delà des 15 millions de vues et surtout des messages et des commentaires. J'en avais mal au pouce tellement j'étais là, genre, oh my God, comment je vais traduire ça? T'es où? Oui, parce que là, t'es Et toute là, seule avec ton je téléphone. suis toute seule avec mon téléphone, je suis toute seule, j'ai pas de stock, j'ai rien. Et j'ai des gens partout Les qui veulent notifs la qui poussette. fusent, ouais. Mais qui fusent, mais quand je te dis de partout, ça va des Maldives à l'Ouzbékistan, à l'Afrique du Sud, à l'Europe, les États-Unis, partout. Et là, je suis comme une conne, genre, j'ai pas de stock, comment je fais? Ouais, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a un déclic à... Je me sers de ça pour pousser qui veut être mon associé, en Ok, mode, donc ouais. regardez, j'ai 15 millions de vues, non mais vraiment, c'est un super produit et tout ça, faut que vous me preniez dans l'émission. Je les ai tellement saoulés, mais je pense que la productrice, mais elle n'en pouvait plus de ma gueule, quoi. Ah putain, encore les poussettes. Ah, c'est pas possible, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous saoule? Est-ce que ça fonctionne comment, du coup? Si tu veux participer, c'est... En fait, tu proposes ta candidature, il y a une vidéo, un speech à faire en Ouais, t'es amont, obligé c'est... tu candidates, mais avec 10 000 autres personnes. Ouais, c'est ça. Et après, le casting est hyper long, hein. Ça dure plus de 6 mois, hein, en tout, le casting. Ok. Si tu as la chance d'être dans les projets un peu retenus, parce qu'il Mhm. y a des candidatures, mais ils ont aussi des équipes de journalistes qui vont chercher des projets Ouais. eux-mêmes. Et donc, au milieu de tout ça, il faut imaginer que pour 6 ou 7 000 candidatures en tout, ils en prennent 40. Ouais, c'est vraiment peu. Donc, assez limité. Et donc, tu dois faire une vidéo, discuter avec un business manager, voir si ton business tient la route, si ça les intéresse. Et puis, après tout, ça reste une émission de divertissement. Oui, on est à la télé. On est à la télé, donc il faut que aussi tous les profils puissent matcher, j'imagine, avec l'audience potentielle. Donc, moi, les premières années, je regardais l'émission en mode genre, mais pourquoi ils ont pris ce mec-là? Putain, c'est nul son projet, ça sert à rien, pourquoi pas moi? Et après, tu réalises que, en fait, c'est un casting et ça se joue à rien. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était, est-ce qu'on prend la blonde avec sa poussette ou la blonde avec ses jouets en bois? Les deux sont sympas, les deux ont des projets sympas. Comment on fait, tu vois? Oui, ça peut, au lieu de jouer sur le produit même, ça peut jouer sur la personne qui la présente, sur l'entrepreneur. Ouais. Et puis même là, c'est jusqu'à la fin, c'est limite un peu un coup de bol, hein. À un moment donné, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me teigne les cheveux en rose, enfin, je sais pas, quelque chose pour sortir un peu du lot, quoi, parce que j'étais trop basique. C'est juste une femme, âge moyen, enfin, un truc, j'étais là, genre, je sais pas si ça va plaire. Oui, je cherche des profils très atypiques, très assez particuliers. atypiques. Ouais. Donc voilà, donc j'ai quand même bien insisté. J'ai eu un super feeling avec les journalistes, donc ça, ils ont bien poussé le produit. Puis je pense que je les ai tellement saoulés qu'à la fin, Ils se sont dit, bon, allez. Ok, celle-là, on la laisse. Et puis, mine de rien, j'ai quand même 15 millions de vues sur TikTok, donc accessoirement, le produit peut être un peu sympa. On sait jamais, quoi.
Bah oui, du coup, s'il y a de la visibilité, Ouais, forcément, eux, derrière, ça les intéresse un peu ouais. plus. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui a aussi plu, mais ils n'avaient pas trop, je pense, calculé le truc au départ, c'était le fait que je sois en procédure de sauvegarde. Parce que mine de rien, je Oui, suis devenue, entre guillemets, j'étais la première entrepreneuse vraiment en difficulté et à afficher ouvertement que j'étais en difficulté. Ce qui a permis après pour eux de rebondir sur, bah, vous voyez, il y a des solutions pour les entrepreneurs. Il n'y a pas que le succès ou l'échec, on peut aussi rebondir. mmh. Et ça a beaucoup, beaucoup plu. Et c'est ce qui a permis après d'ouvrir vers plein d'autres sujets, plein d'autres choses. Donc finalement, c'était pas mal parce que sur le compte Insta d'M6, la diffusion de mon petit passage, mais en raccourci, a fait 7 millions de vues, Ce qui est pas mal. ce qui était plutôt pas mal Ouais, aussi. Donc voilà. Donc au final, tout le monde, on a sorti un truc assez positif, quoi. OK. Alors justement, est-ce que tu peux revenir un peu en détail sur nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les backstage forcément, de l'émission? Parce que la télé veut nous montrer un peu ce qu'on a envie de voir, Ouais. mais ouais, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu des différents entrepreneurs? Est-ce que vous êtes coaché avant? Est-ce que vous avez par exemple pas une séance, mais un test, un speech test sur le plateau? Ou est-ce que c'est vraiment, vous arrivez, on vous dit: «C'est à vous», on se jette dans le grand bain et c'est du one shot, Alors, déjà, il y a plein de choses. Déjà, le casting dure 6 mois, hein, donc c'est hyper, hyper long. Et jusqu'à la dernière minute, tu ne sais pas si tu passes vraiment ou pas. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment uniquement quand tu as ton rendez-vous que la fille de la déco t'appelle. Là, tu dis, ah, ok, là, c'est bon signe Commencer déjà, si la fille à de la déco m'appelle et que tu as ton heure et ton jour où tu dis, a priori, c'est bon. Mais même là, jusqu'à la dernière minute, il peut se passer quelque chose. Et après, tu as plusieurs rendez-vous avec, en effet, des coachs mmh qui bah, aident un peu à briefer, à comprendre le business, etc. Et après, le fameux pitch qui, donc moi, sur ma saison, durait 3 minutes. Là, cette année, ils ont changé le format pour 1 minute 30 pour C'est rajouter court, un peu de suspense. Ouais, c'est court, déjà c'est 3 très, minutes, très c'est court, court. ouais. Déjà, ce speech-là, il est préparé, mais il doit être validé par la prod. OK. Donc, moi, je me souviens, j'ai fait quand même quelques allers-retours avec la prod parce que ça leur convenait pas. Mmh Et après, les corrections qu'ils avaient fait, moi, me convenaient pas. Ouais. Et donc, voilà, il y a eu un échange. Donc, déjà, c'est pas l'entrepreneur n'est pas laissé totalement à Oui, il est pas lui-même. totalement libre sur ce qu'il Voilà. peut dire. Même par rapport au montant levé, hein. Moi, honnêtement, je cherchais quand même beaucoup plus d'argent que cent Ah, cinquante mille euros. ouais, là-dessus, il bride aussi, Et il bride pas, mais j'ai cru comprendre à un moment donné que si je demandais trop, ça allait pas passer mmh, et qu'il fallait aussi équilibrer un peu. Et donc, en gros, c'était bah, si tu veux absolument 500 000 euros, laisse tomber, tu seras pas prise, quoi. Donc, si tu OK. veux une chance de pouvoir être dans les candidats, il faut arriver à des montants voilà, qui sont plus cohérents par rapport à, je pense, l'ensemble de l'émission. Enfin, je crois que tout ça est très compliqué, hein. Je ne sais pas comment Oui, ils oui. font pour tout décider, mais donc même ça, c'est aussi un petit peu déterminant. Et puis après, le jour J, on a donc le fameux coach qui est là et qui nous aide à répéter. Donc il faut qu'on répète 1 ou 2 fois le speech, parce que quand tu arrives sur le plateau, t'as pas de deuxième chance. C'est du one shot. C'est du one shot. C'est pas du direct, mais c'est du one shot. C'est tout comme, ouais. Donc pardon, j'ai bafouillé, attendez, je peux recommencer et tout. Ça n'existe pas. Et moi, mon obsession, c'était de ne pas passer pour une conne, parce que je m'étais dit, si je bafouille ou si je dis quelque chose qui merde, ça va être amplifié. C'est ce que les gens vont retenir, ouais, c'est ce qui va C'est être ce qu'on va diffusé retenir et partout. tout ça. Donc le gros stress, c'est de dire une fois que tu as passé ces portes, tu as un énorme plateau. Les investisseurs sont en fait beaucoup plus loin que Mmh, ce que tu imagines. OK. Donc en fait, tu as, un micro, donc tu t'entends limite en retour. Et en fait, ils sont quasiment à 10 mètres de toi. Donc tu leur parles, mais tu es vraiment seul sur Seul en ton, sur milieu, ton ouais. espace, quoi. Et tu sais que, alors là où c'est très bien fait en revanche, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde autour, de caméras partout, mais tu ne les sens pas du tout. À OK. aucun moment, tu as l'impression d'avoir une caméra sur toi, un gros plan, un truc, etc. Ils sont vraiment derrière dans leur Dissimulé, coin. ouais.
Je trouve qu'il y a un énorme respect fait pour l'entrepreneur, les investisseurs. Enfin, c'est hyper bien fait. C'est franchement hyper bien fait. Tu rencontres plein de gens, tu as des interviews avant, etc. Les interviews après. Tout est hyper rodé et tout. Donc, t'as un peu le stress de, mon Dieu, c'est quoi toutes ces caméras, Mmh. c'est quoi tous ces trucs. Et puis, juste ne pas oublier que tu viens pour chercher de l'argent. Oui, l'objectif premier, c'est ça. Donc c'est OK, alors il faut que je paraisse bien, naturelle, détendue, que je réponde à toutes les questions, mais quelque part que j'arrive à convaincre parce qu'il est hors de question que je parte sans rien. C'était la première Facile. fois à la télé? Non, OK. c'était pas ma première à la télé. J'avais participé il y a 4 ans à une émission que personne connaît sur M6 qui s'appelle Mon invention vaut de l'or. D'accord. C'est une espèce de petit concours d'inventeurs qui a été très sympa, mais qui n'avait pas fait beaucoup d'audience. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est qu'après le passage de Qui va être mon associé, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui disaient « Mais vous étiez où avant Oh là là, mais pourquoi je vous ai pas connu avant ?» et tout ça. Je dis « Mais j'étais là en fait, j'étais déjà là, je suis passée sur TF1, M6 et tout ça, mais bizarrement, Il y a pas eu le même ampleur il n'y a que pas eu la même ampleur qu'avec cette émission. » ouais, donc ouais, justement, c'est là où je voulais en venir. Heu, est-ce qu'il y a eu une vraie différence de l'avant, après l'émission? Est-ce que c'est ce qui a permis vraiment de faire exploser le produit? Ou est-ce que oui, vraiment tu as ressenti une grosse Ouais. différence après? Ah oui, oui, non, mais il y a une vraie différence parce que déjà, ça te fait une publicité énorme. Oui, Énorme. Alors après, moi, on m'avait dit, tu vas voir, tu vas en vendre des centaines et tout. Non, ça reste une poussette double. Une poussette, il faut avoir le besoin. Enfin, alors là, particulier, ouais. on rétrécit quand même vachement. Je ne vais pas en vendre 10 000 dans la soirée. Donc, déjà, si j'arrive à en vendre 10, 20, 30, 50, ça sera déjà génial, quoi. Mais déjà, j'ai vu une énorme différence en termes de communication, Mmh. en termes de crédibilité. Parce que bizarrement, le fait de passer dans l'émission te crée une espèce de crédibilité que tu OK, n'avais ouais. pas forcément avant. Le tampon passage à la télé fait que waouh, c'est bon, ça doit être quelque chose d'un peu plus important. Et aussi, bah, l'énorme succès après sur les réseaux de Qui veut être mon associé et de mon passage, les Mmh. 7 millions de vues, ont fait que l'algorithme d'Instagram et de TikTok m'adore et Ouais. donc me faisait remonter en permanence. Et donc pendant des mois et des mois et des mois, j'ai bénéficié de cette publicité Ouais, de visibilité, et cette visibilité pendant hyper, hyper longtemps. OK. Ouais, donc ça a Donc, fait quand donc ça même, fait une énorme différence. Et j'ai encore des parents aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent On vous avait vu l'année dernière dans Qui va être mon associé. Bon, on ne savait pas trop. On pensait qu'on y arriverait avec notre poussette. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'on a un deuxième. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, bien plus tard, ouais, ça joue encore beaucoup. Ouais. et du coup, j'imagine sur la partie vente aussi, Ah, forcément? bah oui, oui, c'est les répercussions directes sur les ventes après, quoi. Donc plus facile aussi peut-être d'aller voir les revendeurs, d'aller voir les boutiques, comme tu Ouais, alors expliquais, bizarrement, plus de ça, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. ouais, avec les expériences précédentes? Avec mes expériences précédentes et ce qui s'est passé avant le Covid et quand j'étais dans les magasins, la manière dont les magasins ont plus ou moins joué le jeu a fait que après je me suis dit, attends, toute l'énergie que je dépense aujourd'hui en communication, en fait, en marketing et Mmh. pour faire connaître la marque, ce que je fais déjà depuis 2019, si c'est pour donner 50% de ça à des magasins qui font pas forcément le job, Ouais, bah non. Donc en fait, j'ai décidé de me concentrer plus sur de la vente en direct et de trouver d'autres idées un peu plus innovantes pour faire connaître. Là, par exemple, j'ai mis en place du leasing, la location, ouais. pour permettre aux parents voilà, de la louer au lieu de l'acheter, pour que ça soit plus accessible, un réseau d'ambassadrices, pour que les parents soient eux-mêmes vendeurs de la poussette, et donc pour avoir moins de magasins, mais plus de visibilité. OK. J'ai créé un système d'affiliation qui donne des commissions aux parents et tout ça, donc Un petit peu les parents influenceurs? parents influenceurs, OK. exactement. Alors je voulais revenir un petit peu sur le côté, parent entrepreneur justement. Ah, Comme tu as oui. expliqué, comment tu as réussi justement à gérer ça, les enfants et en même temps lancer sa boîte avec les soucis qu'il y a eu, vu que du coup il y a eu le Covid, les gilets jaunes, fallait gérer Ouais. j'imagine du coup tout en même temps. Comment est-ce que tu as réussi justement à faire la part entre les 2 et voilà et de t'en sortir, avec ça? Alors, faire la part entre les deux, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, il y a Ouais, des poussettes dans mon salon depuis 10 ans.
Mes OK. enfants ont grandi avec des poussettes. C'est pour ça qu'eux, quand on les interviewe pour dire alors, vous êtes fiers de maman? Ouais, c'est vrai Ah, ils testeur. sont là, genre, ils s'en foutent, ils sont là, genre, ouais, je comprends pas, il se passe quoi là? Parce qu'en fait, nous, notre vie n'a pas changé depuis 10 ans. On a toujours 14 poussettes dans notre salon. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, en fait, tout a toujours été hyper mélangé. Bah, d'ailleurs, ma marque, c'est un composé des prénoms de mes enfants: Victoire, Diane et Amaury, OK. ce qui a donné Vidiamo. Donc, les deux sont vraiment liés. C'est d'ailleurs quasiment mon quatrième enfant, hein, parce que Oui. c'est un produit et donc c'est tellement inspiré de mes enfants que ça fait vraiment partie de la famille. Et après, quand Amaury était petit, là où tu jongles un peu, c'est que j'avais pas de place en crèche. J'avais, je crois, obtenu une ou deux journées par semaine maximum. Et donc, en fait, après, les rendez-vous, les calls que tu fais, tu essayes de les coller à l'heure de la sieste. Ou alors, j'avais transformé sa chambre en énorme parc géant. J'avais juste mis une barrière à l'entrée de la chambre en mode genre, bon, bah là, j'ai un rendez-vous. Ou alors, c'était l'heure du bain pour faire un... Enfin, t'essayes de jongler un peu comme ça. Et puis maintenant, en fait, je les ai rendus indépendants très vite. Ouais. Très vite indépendants. Alors, l'avantage, c'est que je passe énormément de temps avec eux parce que je n'ai pas une grande entreprise. Je suis assez souple sur mes horaires, donc je travaille tous les jours de l'année. Oui. Mais je pars en vacances avec mes enfants et après, je travaille le matin, le midi, l'après-midi, peu importe, mais je suis là et donc je les vois beaucoup. Et puis, quand j'ai pas le temps, bah, j'ai pas le temps et il faut qu'ils se débrouillent. Donc, je les ai assez vite rendus autonomes, on va dire. Autonome. Ouais. OK. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais bon. Il n'y a pas de secret. En fait, le parent entrepreneur, il n'a pas de secret. Il fait comme ça l'arrange, comme Ouais, il il doit sent. s'adapter. Il doit s'adapter. C'est des avantages et des inconvénients. Avantage liberté, inconvénients stress permanent. Et surtout, tu lâches pas le week-end, en fait. Moi, je travaille le dimanche, parfois de 10h du soir à 2h du matin. Enfin, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des plus gros, alors même si tu as un peu évoqué, les plus gros obstacles que tu as rencontrés pendant le processus justement de lancer ce projet de poussette, hormis, on va dire, le Covid et les gilets jaunes, même si je pense que c'était des gros obstacles. Est-ce qu'il y a eu autre chose, un moment où tu as peut-être douté, où il y a eu une remise en question sur le produit? Est-ce que tu as Alors, rencontré un... mais j'en ai tellement des obstacles qu'en ce moment, d'ailleurs, sur mon compte Instagram, je suis en train de refaire un peu toute l'histoire depuis le début. OK, Parce que je pense qu'un jour, je vais écrire un livre sur mon parcours, même si la fin ne se termine pas par un succès ou que ça sera un échec, juste pour raconter. Je pense qu'il n'y a pas eu, il y avait une journée, une minute. J'ai passé, à un moment donné, une année entière en crise d'angoisse au moment du développement. Au moment où on était passé donc, du bureau d'études au fabricant et qu'il a fallu tout reprendre à zéro, on a commencé d'abord par le pliage, pour ensuite avancer. Et en fait, la Chine, on fonctionne par WeChat. OK, Et ils ont c'est... WeChat, c'est le WhatsApp OK, chinois, parce qu'ils n'ont pas WhatsApp, ils ont que WeChat. Donc, tu as un WeChat, WhatsApp chinois, et ils ont 6 heures de décalage horaire en plus. Et donc, en fait, il faut imaginer que tous les matins, tu te réveilles. Premier réflexe, c'est quoi? De WeChat. regarder son téléphone. Mais bien sûr, premier réflexe. J'ai à peine ouvert les yeux. Ah, téléphone, téléphone. Et là, tous les jours, tu as des mails de ça, c'est pas possible, ça va pas aller, la certification passe pas pour ça, l'outillage va coûter 10 000 de plus que prévu, le truc, c'est tous les jours Oui. une nouvelle crise d'angoisse. Mais quand je te dis crise d'angoisse, c'est des matins où tu n'arrives plus à respirer tellement t'es l'agent. Mais comment je vais faire? Et est-ce que tout s'effondre? Est-ce qu'on arrête tout? Mais sauf que j'avais réuni de l'argent auprès de mes proches. Donc j'ai des proches qui m'ont Ils donné étaient aussi dans de le... Ouais. l'argent. Donc, je peux pas juste dire, bah, en fait, je laisse tout tomber parce que c'est dur, quoi. Donc, tu prends tes crises d'angoisse et tu dis, bon, il va falloir trouver une solution, et puis une autre solution, puis une autre solution. Puis, au fur et à mesure des années, tu réalises que bah, tout ce que tu as réussi à passer comme obstacle, c'est qu'il y avait toujours une solution derrière. Donc, tu stresses un peu moins. S'il y a des crises d'angoisse, j'en fais beaucoup moins qu'avant. OK, J'en ouais. fais une fois de temps en temps. C'est plus des crises financières, en fait, où là, tout d'un coup, tu te rends compte que en septembre, j'ai perdu 50 000 euros par une escroquerie sur Internet. Des gentilles personnes qui se sont fait passer pour mon fabricant pendant des semaines OK, et qui ont réussi à me faire détourner 50 000 euros. Et OK. là, tu te réveilles avec ton WeChat en disant, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le Telex pour le container? Et là, ils répondent, bah oui, mais nous, on n'a pas été payés. Bah si, je vous ai fait les virements déjà, regardez les preuves de virement. Et là,
Ah, mais ça, c'est pas notre compte. Ah oui, OK, d'accord. T'as Donc ça, ça, ouais, ça a été, ça. T'as le brevet où il faut trouver 30 000 euros du jour au lendemain pour pouvoir le traduire dans toutes les langues, sinon tu perds tout. Enfin, c'est c'est non-stop. ouais, c'est du non-stop. C'est du non-stop. Donc, des obstacles en particulier, je ne saurais pas vraiment les C'est définir. plus Je pense plein de petits que obstacles qui se cumulent, plein de petits obstacles au ouais, ouais. quotidien, plein de moments de doute. Tu as juste envie de tout balancer. Même là, en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de creuser un petit trou, me mettre dedans, le refermer, dire on m'oublie là, on oublie que je suis là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un autre souci, c'est de gérer la croissance, mais surtout le développement à l'export et qui coûte beaucoup d'argent. Et donc, il faut aller chercher des financements pour tout ça. Et donc, c'est encore un autre stress Ouais, un autre stress à gérer. et puis Voilà. surtout avec l'actualité, avec Et Trump avec l'actualité, mais au et secours, non, les mais au frais de secours. ouais, ouais, toutes les taxes, sur les produits, importés, ouais, forcément, ça va f aussi, Ouais, alors ça, tu sais quoi? Maintenant, je relativise vachement par rapport à ça. J'ai pas la boule de cristal, mais je connais un peu les Américains et je reste intimement persuadée, et j'espère que l'avenir prouvera que j'ai raison, c'est qu'il va revenir sur beaucoup, beaucoup de ce qu'il a tu penses? annoncé. Ouais. Je pense que c'est pas viable et je pense qu'à un moment donné, ils aiment bien l'effet d'annonce ils demandent 100 pour au final garder peut-être Ouais, 2. Tu vois, en se disant que il va être obligé de revenir sur plein de choses et que il va réussir à obtenir 2 ou 3 de ce qu'il veut, le plus important qu'il n'aurait pas obtenu autrement. Donc j'espère et je pense que ça va s'atténuer un petit peu. OK. Mais bon, il y a eu ça, la guerre en Israël, quand les pirates attaquent les containers, ton container peut plus passer par le canal de Suez, donc il est obligé de passer par le sud de l'Afrique. Donc tu triples ton prix, tu triples le temps, que des trucs comme ça. Et justement, ouais, pour revenir sur ça, donc ouais, elles sont fabriquées, En Chine. en Chine. Hem, Justement, tu disais en France aujourd'hui, on n'a pas cette expertise-là, On a qu'est-ce d'après toi, qu'est-ce qui manque justement pour sortir la version, j'ai envie de dire made in France, Alors, la version Made in France, il y a une marque qui a tenté de faire une poussette Made in France là, ces dernières années. Et en même temps où moi, je me suis lancée. Et eux ont fermé depuis parce qu'en fait, ils avaient pris 3 tubes de vélo, une toile et OK, ouais. 3 roues qui vendaient 1 200 euros. Déjà, financièrement, mon produit, avec toute la complexité du châssis télescopique, alors, il y a plus de, je sais pas, il y a peut-être plus de 1000 pièces ou 2000 pièces pour assembler la poussette. OK, ouais. Faut imaginer qu'aujourd'hui, elle coûte 750 euros en France. Made in France, elle serait au moins à 3000 euros. Ouais, donc c'est surtout sur les coûts en Déjà, fait par rapport de sur les coûts de ouais, main-d'œuvre, parce que c'est un produit qui est 100% assemblé à la main. Donc OK, déjà, c'est pas des robots, ce sont des personnes qui assemblent. Il faut aussi que tout soit assemblé à la perfection en permanence, parce que tu ne peux pas avoir une vis qui soit moins vissée qu'une oui, vu autre. que tout est modulable, faut que tout C'est des petites pièces qui viennent devenir plus grosses, qui se mettent tout ensemble, etc. Et à part ça, il faut aussi l'expertise du produit, savoir comment le produit va évoluer, bouger avec le temps, avec les différences de mmh, température, avec un enfant, tel poids, etc. Enfin, ouais, c'est un produit qui est tellement, tellement complexe que avant d'arriver à avoir l'expertise qu'ont les fabricants chinois, parce qu'ils fabriquent des poussettes depuis 50 ans, il va falloir 50 ans en France. Parce que, ouais, c'est beaucoup plus tu technique que vois, ce qu'on c'est pense, très, très technique. Donc, je pourrais en effet décider de faire du Made in France. Donc, ça voudrait dire peut-être 4-5 millions d'euros d'investissement pour faire rapatrier les moules, les trucs, etc. Et pour éviter qu'elles soient vendues 3000 euros. Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que je pense qu'il y a plein de choses qui valent la peine dans du Made in France où on a une expertise. Il y a oui, plein de domaines où on a de l'expertise et d'autres pas. Donc en fait, quand on n'a pas d'expertise, je trouve que ça sert à rien de forcer les choses, quoi. donc aujourd'hui, c'est la poussette justement, c'est ce modèle, Ouais. particulier, mais est-ce que tu as d'autres produits? Est-ce que tu as sorti d'autres modèles de poussettes ou est-ce que tu as pour projet justement de je sais pas, des accessoires ou d'autres, une nouvelle version peut-être? Bon, alors déjà là, il y a des petites améliorations qui arrivent. Je fais des améliorations en permanence en fonction des retours des parents ou des choses que je vois qui pourraient. Voilà, on améliore en permanence le produit. Avec des nouveaux accessoires et des choses comme ça. Mmh. Est-ce que je me pose souvent la question de me dire est-ce que je devrais faire une deuxième poussette si celle-là elle marche bien et tout. Je ne sais pas parce que franchement c'est tellement galère que je suis même pas sûre que j'aurais envie de me lancer dans une deuxième poussette. En revanche, j'ai d'autres idées de produits de puériculture, pareil pour simplifier un peu la vie des parents.
OK. que j'aimerais bien développer. Mais pour ça, il faut que déjà, ça puisse être suffisamment lancé et rentable Oui. pour se lancer sur d'autres choses. Et en fait, j'ai plein d'idées de plein de choses. Ouais, il faut que j'arrive à savoir quelles sont les priorités. Et là où la priorité numéro 1 pour l'instant, c'est de faire en sorte que déjà la limo, elle soit bien vendue et partout dans le monde. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est Europe, Angleterre, États-Unis, mais au tout démarrage. Et potentiellement d'autres marchés, mais il y a encore Ouais, côté beaucoup de choses. asiatique, pour l'instant, c'est encore. Alors, asiatique, de toute façon, je ne cherche pas forcément à vendre en Asie, Ouais. parce que c'est très compliqué de vendre même en Chine. En fait, il faut payer pour vendre en Chine, donc c'est un marché qui est assez complexe. OK. Mais en revanche, Moyen-Orient, Australie, enfin, il y a encore plein, Corée, il y a plein de marchés possibles, quoi. Il y a des enfants partout, Il y a donc, des enfants partout. C'est ouais, c'est ça. c'est un potentiel partout. Moi, je vois quand j'ai des parents qui me demandent, figure-toi, alors dans des petites anecdotes, je ne sais pas si ça t'intéresse ou pas, j'ai ouvert un showroom à Paris pour pouvoir faire un peu une boutique, OK. pour montrer la poussette aux parents. Et donc, c'est sur rendez-vous et je fais la démo et les parents peuvent même acheter directement sur place. Un jour, je suis dans le showroom au mois de février, puis là, je vois dans la vitrine, c'est une boutique sur rue, puis là, je vois un couple asiatique. Et puis moi, je suis à Neuilly-sur-Seine, donc en banlieue, et je me dis, oula, ils sont perdus, eux. Qu'est-ce qu'ils font là? Et puis ils s'arrêtaient devant la vitrine. Ouais, j'étais genre, bon, bizarre. Puis là, ils rentrent. Et là, je me dis, bon, ok, ils sont complètement perdus, quoi. Donc je leur dis, bonjour, je peux vous aider. Le métro, il est là-bas. Enfin, voilà. Et là, ils me regardent et disent, oui, bonjour, on voudrait voir la poussette. Ah, bon, ok, très bien. Et là, elle me dit, oui, je suis enceinte de mon 3e. Je dis, ah, mais donc vous l'avez Ça vu, tombe bien. vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Oui, on l'a vu sur les réseaux. Ah, super, génial. Donc je commence à faire la démo et tout. Et puis je leur dis, mais donc c'est. Parce qu'ils me disent, bon, ok, on la prend, on va la prendre en vert et regarder les couleurs et tout. Ah, bon, donc c'est rapide comme décision. Et donc je dis, mais c'est drôle, vous étiez en vacances en France et vous l'avez vu sur Instagram. Non, non. Bah, je comprends pas très bien. Je dis, mais vous venez d'où? Ils disent, ah, on est de Thaïlande. Je dis, mais vous étiez en vacances? Ils disent, oui, on était en vacances en Espagne. Je dis, ah, bah, donc, et aussi non, on est venu pour la poussette. Ah, d'Espagne. Je dis, comment ça, vous êtes venu pour la. Bah, je suis enceinte, on vous a vu là l'autre jour. Donc, en fait, on a arrêté nos vacances en Espagne, on est venu à Paris pour la On poussette. s'est dit, on fait un petit aller-retour, un petit détour. Et là, j'étais là, pardon? OK. Ah, ok, bah, il y a des gens qui ont moins de soucis que moi. Faut Et la là, ramener j'étais là. après, Non, mais j'y croyais pas. Je dis, mais je comprends pas. En fait, vous savez que normalement, le show est sur rendez-vous. Donc là, vous n'avez pas pris de rendez-vous. Vous avez de la chance que je sois là. Mais Oui. ah non, mais on avait prévu 2 jours. Comme ça, si vous n'étiez pas là maintenant, on revenait demain. Je ne savais pas si je devais vous appeler ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et donc, à la fin, je dis, bon, très bien. Et donc, ils voulaient l'acheter et tout. Je dis, mais donc, alors mince, comment je vais faire? Parce que je venais d'ouvrir, donc je n'avais pas encore de système de paiement et tout. Et je me suis dit, attendez, on va commander sur Internet. Et là, il sort 750 € en espèces. Donc voilà, c'est 750 €, c'est ça? Je dis, ah oui, vraiment? Vous êtes vraiment venu pour la poussette? Ah ouais. Ah bah oui, madame, on est venu exprès pour la poussette. Ouais, donc ça montre aussi qu'ils ont pas Alors, ça chez eux et que. ouais, non, mais parce elle est pas. Donc, mais j'ai des demandes qui arrivent de. Bah, j'ai une famille brésilienne qui est venue en vacances au Portugal, donc je l'ai envoyée au Portugal. Là, il y a quelqu'un qui est venu l'autre jour pour Tahiti, donc il y a une poussette qui est partie à Tahiti. La dame, elle a envoyé son cousin qui était en France, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et donc, c'est des trucs drôles. Tu dis, bon, ça part un peu partout. Ouais, Est-ce c'est que qu'un ça, jour. c'est vraiment, ouais, on la connaît partout dans le monde en fait. C'est grâce aux réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est sûr que c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Là, maintenant, Ça fait la différence. Ouais. incroyable. Incroyable. Si, pour revenir un petit peu sur le côté parent, est-ce que tu as des conseils à donner à des mamans qui voudraient par exemple se lancer leur boîte pour le côté un peu maman entrepreneuse? Ne jamais faire de poussette. Ne jamais se lancer dans les poussettes. Alors, je rencontre plein de mamans entrepreneuses en ce moment par des podcasts et un réseau. Une nana incroyable qui s'appelle Estelle Ducommun qui a ouvert un truc qui s'appelle Biz and Bibs, et donc, qui est justement sur tous les parents entrepreneurs. OK. Et franchement, je trouve que. Alors, la plupart des parents entrepreneurs donc, font forcément des produits dans l'enfance. Hein, donc, ça, c'est sûr et certain. Parce que ça vient de ton vécu et de ton besoin de quelque chose.
Après, la plupart du temps, c'est plutôt des accessoires. Enfin, c'est Mmh. plus dans des petits produits. Ouais. Euh, ouais, moi, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. La seule chose, c'est qu'en effet, je pense qu'en me lançant dans un truc aussi gros, j'avais pas vraiment mesuré l'ampleur de la tâche. Ouais, sur le Et, coup, c'était un peu la et découverte, ouais. ouais, et aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a aucune femme dans là-dedans et pourquoi il y a, enfin, c'est que des grosses marques parce que c'est euh, c'est un milieu qui est quand même assez à part. Donc Oui, après, je pense que le seul conseil, c'est de faire vraiment, si c'est une passion, quoi. Parce que ça prend déjà tellement de temps. C'est quand même un énorme stress. Tu as la liberté d'un côté, mais alors pour tout ce qu'il y a derrière, bah, tu passes du temps avec tes enfants, mais pas beaucoup parce que bah, tu es toujours pris par autre ouais. chose, etc. Faut vraiment que ça soit une envie qui dépasse tout, quoi. Oui, sur le papier, c'est pas forcément compatible de base. On voit plus un entrepreneur, célibataire ou sans Ouais, enfant, voilà. qui a vraiment pas mal de temps, même sur son temps perso, qui peut bosser. Alors que là, ouais, quand on est maman, forcément, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ouais, bah après, ça dépend. Si c'est du service, c'est plus facile à gérer au niveau temps. Après, quand tu te lances dans un produit, il y a tout de suite d'autres contraintes. Et pour le coup, c'est c'est trouver un bon équilibre, mais personne n'a la recette magique, hein. Ouais, Franchement, faut le faire comme tu le sens. C'est comme élever tes enfants, quoi. T'élèves tes enfants, tu te dis toujours, est-ce que je le fais bien, mal? Est-ce que ouais, je gueule trop, pas assez? Est-ce que je suis assez positive, pas assez positive? Moi qui suis américaine, je devrais être ultra positive, mais je leur gueule dessus en permanence parce que j'ai zéro patience. Donc en fait, c'est des remises en question en permanence, quoi. mais tu as eu des retours quand même de mamans qui se sont lancées, peut-être pas, enfin, grâce à toi, Ah, grâce à moi? ou ça les a donné peut-être c'était Alors, peut-être le truc qui a ouais, fait que j'ai eu une ou deux mamans qui sont venues me voir et qui m'ont contactée en disant votre parcours m'a inspiré et m'a fait comprendre génial. que qu'il fallait continuer, il fallait rien lâcher. Je sais pas, je pense que j'ai dû l'année dernière un peu incarner la résilience Ouais, version parent entrepreneur. Et j'ai eu quelques messages dans ce sens-là, ouais, où je t'avoue que ça m'a beaucoup touchée parce que je OK, me suis dit, waouh, c'est putain, cool. c'est quand tu as un impact là-dessus, c'est en gros, genre, nous aussi, on s'est lancé. Votre parcours est Mmh, inspirant et nous fait comprendre qu'il faut vraiment, si on y croit, faut jamais, jamais, jamais lâcher, quoi. ouais, Donc, donc ouais, le ouais, ça livre c'est. peut-être que pourquoi pas? Ah, le livre, ce sera plutôt un livre de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ah, plus en conseil, Non, mais non, ça sera plus raconter un peu l'histoire et toutes les différentes étapes. Et d'ailleurs, je vois déjà la couverture du livre tellement c'est un peu gravir le mont Everest, mais plus en conseil de moi de la résilience et puis aussi un bout de vie. Souvent on me dit ah, si tu pouvais, enfin, quand tu es entrepreneur, on dit souvent ça valait le coup quoi. Tu mmh, regrettes rien. Si tu pouvais revenir en arrière et qu'est-ce que tu ferais avec tout ça, différemment ou quoi? est-ce que tu le ferais ou pas? Oui. Eh ben, moi je dis direct que je le ferais pas. Ce qui choque systématiquement. Oui, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre Ah, je le ferais forcément. pas, je le ferais pas. Si j'avais la petite vidéo des 10 dernières années, là, à l'époque où j'étais avec mon petit troisième et que je me disais génial, je vais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et que j'ai vu les 10 années qui viennent de passer là, ah ben non, je pars en courant. Je pars en courant parce Ouais, que c'est, ouais, c'est inimaginable, non, mais c'est vraiment, faut être prêt, quoi. OK. Et on l'est pas. Est-ce que justement, je reste sur le thème un peu du livre, est-ce que toi tu t'es inspiré de personnes quand tu t'es lancé? Est-ce que tu lisais déjà des livres un peu profil entrepreneur? Est-ce que tu regardais des vidéos, des podcasts, ou est-ce que vraiment c'était découverte totale du monde de l'entrepreneuriat et tu pas forcément de connaissances dedans, Alors, aucune connaissance parce que je viens pas du tout de ce milieu-là. Mes parents, salariés, donc il n'y avait pas du tout d'entrepreneurs autour. Enfin, quelques amis entrepreneurs autour de moi. Ouais, J'avais lu à un moment donné, mais ça faisait déjà un an que je pense que j'avais commencé un peu l'aventure sur la fondatrice de Tartiner Chocolat, un OK, livre qui racontait un peu son histoire et je l'avais trouvé mais incroyable, hyper inspirante. Bon, elle, pour le coup, c'est un énorme succès, donc ça m'a bien donné envie. Après, tous les livres de comment faire son business plan, comment être le bon entrepreneur et tout ça, tu fais genre, oh, ça fait ouais, peur, allez, hop, on range et voilà. Et podcast, non, c'est pas trop mon truc. J'ai pas,
Non, c'est après, au fur et à mesure, que j'ai rencontré des gens qui m'inspirent, où je me dis, waouh, putain, c'est possible de, de suivre quelques modèles. Mais Est-ce que tu en as quelques-uns en particulier il y a une femme que j'adore et je trouve qu'elle a fait un truc incroyable, hein, et on la voit beaucoup en ce moment, c'est Valérie Messica, qui est la fondatrice de la marque Messica des diamants, D'accord. et que j'ai eu la chance de connaître un peu personnellement, et qui a mon âge, et qui a juste, je trouve, créé une marque incroyable. Alors, elle n'est pas partie de zéro complètement, Ouais. mais elle a quand même réussi à créer un truc, mais dingue. Et c'est une femme qui est adorable, qui est hyper terre à terre, qui, malgré le succès et tout, est d'une gentillesse. Et vraiment, pour moi, c'est un modèle. Vraiment un modèle. Je connais aussi ses enfants. Ses filles sont hyper mignonnes, hyper équilibrées. Enfin, tu vois, tu pourrais te dire que dans ce milieu-là, c'est hyper bling-bling et tout. Oui. Et en fait, Ah, pas du tout, quoi. Elle est vraiment terre à terre, et elle a un succès de dingue, ultra mérité. Et je trouve que c'est un très bel exemple à suivre. Après, moi, je suis très, très loin derrière, mais bon, en tout cas, c'est des femmes qui inspirent, ça quoi. arrivera un jour au Voilà, même niveau, peut-être, on on sait espère. jamais. On On sait espère. jamais. Et alors j'ai une dernière question. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'entreprise? On a parlé tout à l'heure, du coup, ouais, tu avais en tête, pourquoi pas développer des accessoires ou d'autres produits Ouais. similaires en restant dans le même univers. Comment tu vois dans 5, 10 ans Bah, juste la que ça. poussette, la suite Ah bah, la suite, c'est juste que ça se développe sans trop, trop, trop d'encombre, sans trop d'obstacles. Enfin, il y aura des obstacles. Mais vraiment, que j'arrive enfin à suivre à peu près ce business plan-là que je m'acharne de mettre en place sans des bâtons. Mais tu sais, les bâtons que tu peux pas trop imaginer dans un BP. Tu vois, la tête de Ouais, Trump ou le Covid, c'est genre pas de les truc choses où qu'on prévoit à l'avance, ouais. t'as beau imaginer le pire, tu peux pas imaginer ça, tu vois. Donc Non. là, maintenant, on imagine toujours un peu le pire, mais j'espère honnêtement que ça va continuer à se développer aussi bien, et surtout que je vais arriver à trouver les moyens de suivre le développement. Parce qu'après, il y a toujours... l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il Ouais. faut avoir les moyens après de suivre justement la croissance, quoi. Du coup, pour revenir un petit peu sur l'émission qui va être mon associé, donc tu as été choisi, je crois, par Éric Larchevêque. Ouais, Est-ce que tu exactement. peux nous parler un petit peu de lui comment vous avez échangé après l'émission? Comment ça se passe la relation justement avec l'entrepreneur? Alors, je connais pas très bien les autres investisseurs. Moi, sur mon passage, il y avait Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, Stéphanie Delest, Tony Parker et Marc Simoncini. Et je me souviens que je voulais aussi Tony Parker parce que je m'étais dit, lui, le côté international, Ouais. célébrité, c'est pas mal. Mais bon, lui, il a dit non. Stéphanie Delage, je la connaissais pas. Voilà. Après, Éric Larchevêque, je connaissais de réputation. Et même si c'était pas vraiment mon secteur et tout, je m'étais dit, ah, lui, ça serait quand même pas mal parce qu'il a une grosse expérience de création d'entreprise et Mhm. tout ça. Anthony Bourbon, j'avais pas trop je m'étais pas trop fait d'illusions. Je savais que le secteur de l'enfance, c'était pas trop son truc. Et Marc Simoncini m'intéressait aussi. Je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et en fait, donc il y a Eric qui s'est positionné. Et ce qui était génial, c'est qu'on avait à peine fini le tournage, qu'il m'a convoqué dans la loge pour me dire, bon, ok, alors là, il faut qu'on discute parce que, attends, si j'ai bien compris, donc toi, ton container, il faut 3 mois pour qu'il arrive. Donc là, par rapport à la diffusion de l'émission qui va être dans quelques mois, il faut que tu aies du stock, mais donc là, tu n'as plus de stock. Donc, il va falloir impérativement passer commande et tout. Donc, je te mets en contact avec mon avocat, tu vois avec lui, toute la partie due diligence, etc. Vous vous débrouillez rapidement, voilà. Et Ouais, donc, il était à fond dès le il a été à début. fond, il a tout de suite compris le degré d'urgence, etc. Il a été hyper actif. Son avocat, incroyable, mais incroyable, ultra réactif, hyper gentil. J'avais quand même 6 actionnaires historiques de Love Money, donc Ouais. des proches. Arrivé donc Eric là-dedans, on a réussi à tout faire, donc se mettre d'accord sur donc le pourcentage Mhm. final, etc. Refaire le pack d'actionnaires, ce qui n'est pas une mince affaire. Arriver à créer le nouveau compte pour mettre les fonds dessus en 2 mois, ce Ouais, qui est dans une levée de fonds quand même ce qui est énorme. très, très, très rapide. Donc ça a été incroyable. Et puis je l'ai vu plusieurs fois après, où on a raconté un peu toute l'histoire et le mettre un peu au jus. Et puis après, maintenant, on fonctionne plus par... on n'a pas de rendez-vous fixe. Ok. C'est moi qui le contacte
quand j'ai besoin ou quand j'ai besoin de conseils. On essaye de se voir de temps en temps. Et sinon, je peux l'appeler dès que j'ai besoin, même 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Il est tout le temps disponible. Il est de très bons conseils. Il est de très bons conseils. Après, je connais mon secteur, je connais mon marché, je connais mon business. Donc, Oui, il est moins impliqué dans le sens où il se dit, bon, de toute façon, Béné, elle se démerde, voilà, je la laisse faire. Et il intervient vraiment quand j'ai besoin de lui. mais il est dispo Ah ouais, ouais, il est tout de suite facilement. dispo. Ah ouais, toujours. Mais Cool. hyper rapidement. Si c'est pas le jour même, il me dit, bon, attends, tu prends rendez-vous. Enfin, ou il me répond par WhatsApp. Ah non, il est hyper dispo. Donc ça, c'est génial. Ok. Ça, c'est génial. Et du coup, tu as réussi à obtenir ce que tu voulais niveau pourcentage et... Non, ça, il avait un peu négocié Ouais. ma valo à la baisse. Entre le moment où c'est filmé et après le moment où vous signez, je veux dire, est-ce que ça peut... Ça a bougé un tout petit peu, mais Ouais, genre à 1%. C'est-à-dire qu'en gros, d'accord. s'il prenait vraiment 25%, moi, je passais en dessous de 50, ce qui n'était pas terrible. Et donc, on a renégocié pour qu'il ait un peu moins de 25% et que moi, j'ai un peu plus. Et voilà, donc ça a bougé très légèrement. Mais surtout, en fait, à la base, moi, je cherchais 150 000 pour 15%. Ok. Donc, le 15 à 25%, le problème, c'est que derrière, ça m'a un peu bloqué pour d'autres levées de fonds. Donc, Oui, aujourd'hui, ça a pris sur d'autres... c'est un peu juste problématique par rapport à de nouvelles levées de fonds. Il faut que je vois si je dois refaire des levées de fonds, comment refaire un peu, réfléchir à l'actionnariat, quoi. Donc, Ok, c'est pas évident. Mais en tout cas, le deal s'est fait tel qu'il était prévu. tel qu'on le voit, ouais. Ouais, tel qu'on voit. Exactement. Ok, ok, très bien. Voilà.